Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Visiter un espace naturel tout en le protégeant, c'est possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable par Floqueo. Pour conclure notre semaine sur la protection de la biodiversité, nous avons rendez-vous avec la Ligue de protection des oiseaux, cette association qui œuvre depuis 1912 pour la connaissance et la protection de la nature, des espèces et des espaces naturels. Nous sommes en compagnie de Céline Blanc, responsable projet et loisirs, qui répondra à toutes nos questions sur le rôle du tourisme pour la protection de la nature et de la biodiversité. Céline, bonjour. Comme d'habitude, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu pourrais présenter la LPO aux auditeurs qui ne connaîtraient pas cette association, son histoire, ses actions sur le terrain, etc. et puis présenter ton rôle au sein de l'association? Alors oui, bonjour. Donc l'association, c'est une association qui a plus de 100 ans, qui existe quand même maintenant depuis un sacré moment. La LPO, c'est historiquement la Ligue de protection des oiseaux. Aujourd'hui, on garde plus le sigle LPO parce que l'action de la LPO va bien au-delà de la protection des oiseaux. On parle vraiment maintenant de la protection de la biodiversité au sens large. La LPO, son rôle, c'est d'agir et de favoriser des actions en faveur de la nature, de la biodiversité dans différents domaines, la connaissance, la protection, la recherche, et puis tout un volet aussi sur l'éducation, la sensibilisation des publics. Donc toi, ton métier, c'est responsable du pôle tourisme et loisirs nature. En quoi ça va consister exactement ? Alors, mon poste aujourd'hui, c'est responsable de projet, tourisme et loisirs nature. Je rajouterai même aujourd'hui les sports de nature parce que c'est une corde aussi importante à mon arc. Donc moi, mon rôle à la LPO, c'est d'animer le réseau en fait autour de cette thématique. Et donc, je travaille chaque jour en lien avec une multitude d'associations locales, LPO. La LPO, c'est un peu comme une franchise, si vous voulez, pour imaginer ces différentes associations qui sont partout en France et qui sont autonomes dans leur fonctionnement, mais on a évidemment une feuille de route en commun, puis des objectifs et des valeurs communes. Et donc, c'est un réseau d'associations à travers tout le territoire. Et donc, moi, mon rôle, c'est de coordonner, d'animer le réseau sur cette thématique, donc à travers 2 projets nationaux assez importants qui sont le programme des séjours nature. Donc, c'est tout un programme de courts et moyens séjours, en fait, pour emmener les gens à la découverte de la biodiversité en France particulièrement. On avait tout un volet aussi à l'international pendant de nombreuses années, puis c'est un positionnement qu'on a revu aussi récemment à la LPO, en se disant la nature, en fait, elle est quand même tout près de chez nous, puis déjà sur le territoire national, il y a déjà plein de petits coins de nature, des trésors de biodiversité un peu partout en France. Et on a surtout des LPO locales qui sont passionnés avec des guides ornithos qui sont plus que passionnés par leur métier et qui sont en capacité d'encadrer des petits groupes. Donc aujourd'hui, on a tout un programme de séjours. C'est une trentaine de séjours en France avec des destinations un peu différentes. Ça va de la façade atlantique au sud de la France, en passant par des territoires connus et moins connus. Et pour ça, on travaille avec un voyagiste naturaliste qui s'appelle Excursia et qui donc est chargé de la promotion et de la commercialisation de ces séjours, puisque la LPO ne dispose pas d'agrément pour pouvoir commercialiser des voyages. Donc on travaille avec ce partenaire avec qui on partage aussi des valeurs communes autour de la découverte et de la préservation de la nature. Du coup, la LPO, c'est une association nationale et après une association départementale. Dans chaque département français, il y a une LPO locale auquel on peut se rattacher. C'est ça, il y a une LPO dans quasiment tous les départements et les LPO localement ont tendance maintenant un peu à se régionaliser, à se regrouper. Par exemple, en Occitanie, maintenant, c'est plus plusieurs LPO par département, mais une LPO Occitanie. Alors, il y a quand même des bureaux dans les départements, mais avec un portage aussi de plus en plus régional. Alors maintenant, on va rentrer au cœur de notre problématique, de la thématique du jour. Que le tourisme, il est souvent accusé de participer à la fragilisation, voire à la destruction des milieux naturels et puis de causer donc des dommages à la faune
et à la flore qui vivent sur place. Pourtant, on le sait, le tourisme, c'est aussi un temps privilégié pour faire de la sensibilisation, parce que les gens sont en vacances, en temps libre, et donc ils vont être plus disponibles et plus à l'écoute. Alors, je l'ai déjà dit dans un précédent podcast avec l'association Surfrider Foundation, mais aujourd'hui, on va voir apparaître un nouveau paradigme où on considère le tourisme plutôt comme un facteur de protection et de sensibilisation. Et c'est d'ailleurs cette vision-là du tourisme que nous, à travers le podcast, on essaye de transmettre. Et donc, ma question, ça va être comment, avec la LPO, est-ce que vous agissez avec donc ces séjours pour créer un tourisme qui va être positif pour l'environnement? Comment va concrètement, on va dire, se dérouler un séjour avec la LPO? Quelles activités, par exemple, on va pouvoir participer? Alors, les séjours nature de la LPO sont quand même assez orientés sur la découverte des oiseaux. C'est vrai que les clients qui suivent les séjours, c'est vraiment pour la découverte des oiseaux et bénéficier vraiment de l'expertise des guides ornithologues de la LPO. Nos séjours, en fait, ils sont conçus donc avec la LPO locale, même si moi je suis au pilotage, un peu à la coordination nationale, mais c'est vraiment la LPO locale qui maîtrise, qui connaît son territoire et secteurs intéressants aussi à visiter. Et donc, opter au maximum pour des déplacements doux, donc trouver des hébergements assez centraux, soit pour déplacer à pied, ou sur certains séjours aussi, on a des déplacements à vélo. Et essayer au maximum au niveau des hébergements, de la restauration, de choisir aussi des partenaires avec des valeurs aussi sur la valorisation des produits locaux, les circuits courts, les hébergements quand même avec une démarche aussi de gestion quand même favorable au respect de la biodiversité. Et sur votre site web, je reprends une phrase que j'avais vue. Donc, il y avait écrit que les engagements tourisme et nature donc de la LPO avaient comme objectif, du moins c'était un des objectifs, d'encourager et d'inciter les acteurs et partenaires à prendre en compte la biodiversité dans le développement des projets et des pratiques touristiques sur les territoires. Donc là, ces actions, elles vont faire partie de cet objectif-là, où il y a d'autres... ouais, ok. Tout à fait, c'est vrai que mon rôle aussi, c'est d'accompagner donc le réseau LPO dans ces discussions aussi avec les acteurs locaux, les acteurs du tourisme, et d'apporter nos connaissances aussi, notre expertise sur la biodiversité, et non pas pour interdire les pratiques, faire en sorte de mettre sous cloche la nature, c'est quand même pas, c'est pas l'idée derrière ça, mais c'est d'engager le dialogue localement, de faire partie des discussions quand il y a des lancements ou des mises à jour de stratégies tourisme notamment. Essayer d'apporter un petit peu cette vision, le besoin de protéger la nature, comment protéger ces petits joyaux pour continuer à ce que les gens puissent s'émerveiller et en même temps protéger ce qui nous fait vivre. Bon, alors maintenant, on va passer à la partie pratique de l'épisode. En tant que touriste, quand on voyage, quand on se balade, quelles actions simples et concrètes est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger la faune et puis la flore que nous rencontrons? Je dirais que le comportement premier, déjà, c'est d'avoir conscience quand on se promène qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a tout un monde animal et végétal qui nous entoure. Donc avec des espèces vivantes sur le milieu, et ça, on n'en a pas forcément conscience. Donc déjà, d'avoir cette relation à la nature et cette prise de conscience, c'est déjà la première étape, je dirais. Et puis au risque de paraître un peu rébarbatif, c'est le deuxième point, je dirais que c'est de bien respecter en fait quand il y a des indications, des messages de sensibilisation à l'entrée des sites naturels. C'est le cas quand on pénètre par exemple sur une réserve naturelle, il y a toujours des recommandations par rapport au comportement à avoir. C'est des choses, des panneaux devant lesquels on passe bien souvent sans s'attarder. Mais vraiment, j'y attache une grande importance aujourd'hui, surtout depuis que je travaille à l'LPO. Et quand on voit sur les panneaux les recommandations, de bien rester sur le sentier, de pas cueillir les fleurs, des choses comme ça, ça commence par là en fait, la préservation de la nature. Et c'est pas tant le
comportement individuel qui est visé, mais c'est la répétition de ces comportements. C'est-à-dire que si une personne sort du sentier pour prendre une photo ou s'écarter un petit peu pour s'approcher d'une fleur ou quoi que ce soit, on n'a pas l'impression que ça a un impact. Mais finalement, s'il y a 10 personnes qui font ça, ou 20 ou 30 ou 40 sur le même espace, ça va vite dégrader en fait le milieu. La préservation de la nature sans faire beaucoup d'efforts, en fait, ça commence vraiment par là, par respecter les indications. Et dans le même ordre d'idées, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour réussir son observation des oiseaux en balade? Oui, alors c'est vrai que je suis pas forcément ornitho, moi. Je suis pas spécialiste, mais je dirais que quand même pour observer les oiseaux, faut se lever tôt le matin. C'est quand même là qu'on a le plus de chances de les observer. Et puis en plus dans une ambiance plutôt agréable au lever du jour. Et c'est là en fait où les oiseaux se nourrissent, donc... je dirais, pour avoir cette chance-là de voir les oiseaux, faut être un lève-tôt. Pour terminer cette partie pratique, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de terrain qui t'est arrivée en travaillant auprès de la LPO, une anecdote qui t'a marqué, qui t'a inspiré et que tu aimerais nous partager aujourd'hui? La LPO, c'est vrai que c'est une association que je connais depuis longtemps, puis avec laquelle j'ai travaillé, mais plus en tant que partenaire, parce que moi je viens du milieu touristique, hein, j'ai travaillé en office de tourisme. C'était ma première expérience professionnelle pour développer des sorties nature sur le bassin d'Arcachon. Et la LPO était juste à côté, menait aussi, faisait des sorties sur un espace naturel sensible, donc j'étais à côté d'eux. Après, j'ai travaillé dans un parc naturel régional et la LPO aussi était toute proche, donc ça m'a suivi un petit peu sur tout mon parcours. Mais vraiment, le moment où j'ai découvert aussi une nouvelle facette de la LPO, c'est surtout ce qui est soins à la faune sauvage. Et j'ai eu l'occasion de visiter 2 centres de soins, un dans le sud de la France en Occitanie, puis un autre en Bretagne à la station de l'Île Grande. Et c'est vraiment la rencontre avec les salariés et bénévoles du centre de soins où vraiment ils font un travail incroyable. Ce sont des gens qui sont passionnés. Et la LPO, c'est ça aussi, c'est vraiment ce soin médical, je dirais entre guillemets, mais c'est cette attention particulière à protéger la faune qui est accidentée ou qui est en détresse. Et derrière, il faut se dire que c'est vraiment des équipes incroyables qui se mobilisent aussi pour les soigner et puis pour leur redonner la liberté après. Et quand on assiste au lâcher d'oiseaux qui viennent d'être soignés pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines dans un centre, puis qu'on relâche dans son milieu naturel, c'est une expérience quand même assez incroyable. Oui, j'avais vu sur votre site internet qu'il y avait tout un article qui expliquait que faire quand on rencontrait un oiseau qui semblait en détresse. Donc c'était plutôt intéressant. Oui, tout à fait. Et la LPO communique effectivement sur des petites fiches conseils par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours on n'adopte pas forcément toujours le bon comportement quand on voit un oiseau au sol. Ça ne veut pas dire qu'il est systématiquement en détresse. Donc la LPO essaie de faire un petit peu de sensibilisation aussi derrière ça pour justement avoir le bon réflexe. Et ça part toujours d'une bonne intention de vouloir ramasser peut-être un oiseau au sol qui nous semble en détresse, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est essayer de bien s'informer en amont. Maintenant, on va passer à la partie de l'épisode où je vais poser des petites questions rapides auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible. Donc, ton parc naturel préféré pour l'observation des rapaces? Ouh là là. Instinctivement, parc naturel rapaces, ça me fait penser au parc naturel des Grands Causses, donc dans le sud de la France. Voilà, le gypaète barbu, le vautour percnoptère, vautour fauve, et ces espèces, on les rencontre notamment dans ce parc naturel régional que je ne connais pas, je précise, mais qui m'a toujours donné envie. Si jamais je veux essayer d'aller observer les rapaces, je pense que j'irai là-bas. Peut-être par le biais d'un séjour nature LPO, puisqu'on en a un aussi sur ce territoire là-bas. Bien, moi j'habite à côté et je ne peux que te le conseiller. Et sinon ton marais préféré pour l'observation des oiseaux? Mon marais préféré, vivant actuellement en Charente-Maritime, je serais quand même tentée de parler des marais qui sont près de chez moi.
Voilà, la Charente-Maritime, c'est quand même ça, hein, c'est le littoral, mais aussi toute une zone de marais, juste à côté et qui accueille beaucoup d'oiseaux. Et c'est vrai que je prends toujours plaisir à observer des espèces même communes, hein, les aigrettes, les tadornes, les bernaches en période de migration. J'ai des marais juste à côté de chez moi. Moi, j'habite à Fouras, précisément. Et voilà, les marais de la Charente-Maritime sont quand même assez sympas. Hein, et c'est même là aussi qu'on voit beaucoup de cigognes. Pas besoin d'aller jusqu'en Alsace pour voir des cigognes, mais on en a aussi beaucoup par chez nous. Et justement, tu parlais de migration. Ton endroit préféré pour observer des migrations d'oiseaux? Alors, mon endroit favori, alors je dirais quand même que c'est le bassin d'Arcachon. Mon petit territoire chouchou, sur lequel j'ai passé 6 ans et qui en période de migration est quand même assez incroyable. Le bassin d'Arcachon, c'est une grande zone de reposoir aussi pour les oiseaux, de nourrissage, parce que beaucoup d'espèces viennent se nourrir ici. Et la pointe du Cap Ferré, en période de migration, c'est quand même un endroit assez incroyable. Et le meilleur endroit si on veut s'initier à l'ornithologie? Je ne sais pas s'il y a vraiment un endroit spécifique pour débuter en ornithologie. Je pense que l'ornithologie, ça démarre même dans son jardin, au printemps, quand on a les rouges-gorges, les chardonnerets qui viennent se nourrir à la mangeoire dans le jardin. C'est là où je trouve qu'on peut démarrer en fait un peu cette attention et cette observation des oiseaux. Ça démarre vraiment dans les petits coins de nature près de chez vous. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément dans un endroit très emblématique pour commencer en ornithologie. Et l'ornithologie, ça démarre avec de l'observation tout simplement? Oui, ça démarre avec de l'observation. Et puis, c'est vrai que quand on peut être aux côtés déjà d'un spécialiste, c'est quand même plutôt pas mal. Mais à ce moment-là, faut aller sur le site web de la LPO, puis regarder l'agenda nature. Et il y a il y a forcément des sorties nature animées par la LPO près de chez vous. Et puis ce seront eux sur le terrain qui pourront aussi donner des conseils, des références de guides, des choses comme ça aussi pour commencer un petit peu à s'initier. Et puis la LPO a aussi monté une formation en ligne qui s'appelle le MOOC Ornitho, qui est pour les débutants. Il y a quand même une petite phase aussi pour les débutants, avec des éléments aussi de vocabulaire pour démarrer en ornithologie. Et puis après, c'est un apprentissage quand même qui se fait aussi sur du plus long terme. Hein. Donc on ne devient pas spécialiste des oiseaux du jour au lendemain, mais il y a différents outils sur le terrain ou en ligne aussi pour démarrer un petit peu cette découverte de l'ornithologie. Et maintenant, si on veut participer aux actions de la LPO, donc tu nous as parlé du MOOC en ligne, des séjours nature bien sûr, mais quelles vont être les autres possibilités de participation si on a envie de s'engager auprès de la LPO? Il y a plein de moyens de s'engager auprès de la LPO. Vous pouvez adhérer à l'association, par exemple. Vous pouvez adhérer à l'un des magazines de la LPO. La LPO développe 2 magazines, l'Oiseau Mag Junior et l'Oiseau Mag, pour les publics adultes, qui sont des magazines mais incroyables. Pour les enfants, c'est le magazine 7-12 ans avec des reportages, des activités manuelles aussi à travers le magazine, des jeux, c'est super ludique, c'est vraiment top. Et puis le magazine pour les adultes aussi qui est avec beaucoup de photos qui donnent vraiment envie. Donc en adhérant aussi à ces magazines, c'est un moyen de soutenir l'association. Vous pouvez devenir bénévole aussi en contactant la LPO près de chez vous qui aura peut-être des missions de bénévolat pour vous. Voilà, c'est faire des dons aussi. Hein. Il y a toujours des campagnes un peu avec des appels aux dons que la LPO lance pour préserver les espèces et puis participer à la conservation et à la préservation des espèces. Vous pouvez créer un refuge LPO, par exemple, si vous avez un beau jardin ou même un petit jardin, et on fait même pour les balcons. Donc les refuges LPO, l'idée c'est de favoriser l'accueil de la biodiversité dans son jardin, donc en posant des nichoirs pour les oiseaux, en essayant de prioriser telle ou telle espèce végétale aussi, en faisant des petits aménagements pour la faune, pour les hérissons notamment. Et donc vous pouvez adhérer au refuge LPO et vous recevez un coffret avec aussi des conseils, des fiches conseils. Vous recevez un nichoir à installer aussi dans votre jardin.
Et c'est un moyen aussi de participer, de soutenir l'association LPO. Merci beaucoup. On mettra tous les liens vers la LPO dans la description de l'épisode. Là, on arrive à la fin du coup de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un message à faire passer, peu importe? Le message de la fin, pas évident. Voilà, vu qu'on parle quand même tourisme aujourd'hui, c'est juste, voilà, quand vous partez en vacances ou quand vous partez sur un week-end ou près de chez vous, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles aussi et regardez comme la nature est belle et puis voilà, faites attention à tout ce petit monde qui vous entoure. Voilà, ça reste assez simple et puis n'hésitez pas, voilà, à vous connecter sur le site de la LPO qui regorge d'informations pour faire des sorties, pour découvrir la nature aussi près de chez vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler tourisme, nature, tourisme durable, oiseaux. On espère que cet épisode vous aura plu et puis aura pu vous inspirer. Comme je l'ai dit, on va vous mettre en description tous les liens pour retrouver les actions de la LPO pour que vous puissiez vous inscrire, devenir bénévole, adhérent si vous le souhaitez, les liens vers les séjours également. Voilà, merci encore Céline d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci Élise. Avec plaisir. Et puis nous, je vous dis à dimanche prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.